Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue pour cette 19e édition du NIF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, où nous sommes en direct avec le Saloon pour cette 4e et dernière émission. Nous allons revenir sur les différents films que nous avons pu voir ces derniers jours et je suis pour ce faire accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Je suis également avec Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Robin. Et Alexandre Rallo. Salut Alex. Salut Robin. Vous êtes donc tous deux ici pour Film Exposure, un site qu'on vous recommande vivement avec des analyses très fouillées sur des films dont on va parler d'ailleurs. Et sur la nécrophilie aussi. Et sur la nécrophilie. En tout cas, ça nous fait très plaisir de vous avoir pour ce dernier épisode où on va commencer sans plus attendre. Je vous propose de parler d'un film qui était très attendu cette année à Neuchâtel. C'était la projection du nouveau film de Zhang Yimou, le réalisateur chinois qui revient avec le film Shadow. Zhang Yimou, on en avait entendu parler il y a quelques années après un film fait notamment en collaboration avec les États-Unis. Il y avait Matt Damon, ça s'appelait La Grande Muraille. Et bien là, il retourne à ses productions chinoises avec une fresque absolument magnifique visuellement où on va suivre la doublure d'un commandeur qui sera dans des jeux de pouvoir, et puis il va y avoir aussi évidemment de la castagne, et puis première chose en tout cas, c'est clair qui saute aux yeux, c'est absolument magnifique. On l'a tous vu autour de cette table, donc ça va être l'occasion de commencer par ça. Je me tourne vers toi Alex. Shadow, c'est un film qui, alors en tout cas visuellement, on met absolument plein la vue, puisque c'est sur, on peut le dire, des jeux sur du noir, des dégradés de noir, de la monochromie en fait. C'est ça, alors c'est sans doute le film, enfin de ce que j'ai vu au festival, moi, le film le plus beau, le plus remarquable visuellement. Donc ce dont tu parles en fait, c'est il a essayé, donc Zhang Yimou, il a essayé de reproduire la technique du lavis en fait, qu'on utilise en peinture. Donc en fait, et pour ce faire, il a beaucoup joué sur les costumes et ses décors. Voilà, les costumes sont tous dans les tons de gris, de blanc, de noir, décor pareil. Et en fait, ça donne une espèce d'impression de noir et blanc, presque de peinture chinoise, mais ce n'est pas, on peut le préciser, c'est pas un film en noir et blanc, c'est-à-dire que vraiment les personnes, les têtes ressortent avec la couleur naturelle, enfin c'est vraiment pas un film en noir et blanc. Et les giclées de sang n'en ressortent que d'autant plus, d'ailleurs. Donc visuellement et formellement c'est absolument remarquable. Et j'avais pas vu La Grande Muraille, hein, mais ça m'intéressait pas trop à cause de ce que j'en avais lu, mais en tout cas c'est mon préféré de Zhang Yimou depuis quelques années déjà. Et évidemment il avait fait plusieurs wuxiapian, donc plusieurs films de sabre chinois avant. Et celui-là, à mon avis, est supérieur à ses plus connus, donc Le Secret des Poignards Volants et Hero aussi, ouais. Parce que ces deux-là, formellement, ils étaient tout aussi renversants, mais il y avait beaucoup de maniérisme et une volonté de s'ouvrir en fait à un public international, occidental, qui faisait que certaines des particularités du cinéma chinois étaient un peu diluées en fait dans ces scénarios. Et c'est plus le cas du tout dans Shadow, où donc l'histoire c'est pendant l'époque de la période des Trois Royaumes. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages, c'est très difficile de savoir qui est le héros et qui est vraiment le méchant. Parce qu'on joue justement sur cette idée d'ombre. Exactement. Et ça en fait un film beaucoup moins manichéen, beaucoup plus subtil dans l'écriture. Je sais pas, j'ai entendu dire que certains trouvaient beaucoup plus opaque aussi pour un certain public. Oui, mais c'est ça qui le rend d'autant plus intéressant. Ah oui, pour moi c'est pas un désavantage, c'est pas un inconvénient, quoi. J'ai ouï dire que certains avaient trouvé le film trop bavard dans sa première partie, ce que je peux comprendre. Mais pour le spectacle qu'il propose, en tout cas dans la seconde, ça vaut largement le temps. C'est ça, parce qu'on peut préciser finalement, c'est principalement des intrigues politiques filmées entre quatre murs.
Et puis juste surtout à la fin 20 minutes de bataille où là on fait péter les chorégraphies. Enfin il y a des scènes assez incroyables avec des parapluies faits avec des lames qui tournent sous la pluie. Exactement. Et là on retrouve enfin moi je suis peut-être moins sensible aux différences par rapport à la culture chinoise, mais pour moi c'est vraiment du même calibre que Le Secret des Poignards Volants et Hero. On a vraiment un film très lent, très poétique, qui accorde un souci particulier au décor et à l'environnement, et puis qui tout d'un coup s'embarque dans des envolées avec des chorégraphies assez incroyables. Donc ouais, c'est vraiment une baffe ce film. Et toi Thomas aussi, d'accord, c'est un des meilleurs Zhang Yimou pour toi? Moi j'aime beaucoup le film, oui, et puis justement que là où Le Secret des Poignards Volants jouait sur un côté très saturé avec les couleurs, avec un jeu sur les verts, c'était très tape à l'œil, mais aussi un peu dans la mise en scène, c'était plus démonstratif et c'était plus une vulgarisation des codes du wuxiapian, comme tu le disais Alex avant. Ici je trouve qu'à l'image de la bichromie en fait du film, on est vers quelque chose quand même de plus sobre en termes de chorégraphie aussi, en termes d'action, et c'est un peu plus sur la retenue que ce qu'il a pu faire avec Le Secret des Poignards Volants ou même avec Hero. Et c'est pas pour me déplaire, parce qu'il y a vraiment du coup une ampleur profonde, je trouve, dans le film et dans les émotions des personnages qui se retrouvent décuplées. Et moi, vraiment, la dernière partie, depuis que le bateau en fait arrive dans cette gorge où il va y avoir un combat sur un immense signe du yin et du yang, en plus un combat qui sera mené sur différents fronts, parce qu'on a un duel entre le protagoniste, celui qui s'avère être le protagoniste principal du film, et son antagoniste, et en parallèle à ce combat-là on a l'invasion de tout un village par les hommes du protagoniste, et du coup il y a vraiment un jeu sur le montage alterné entre ces différents combats qui est assez époustouflant, avec des idées, les mecs qui dégringolent des ruelles pavées dans des parapluies qui tournoient, enfin c'est vraiment sublime. Donc ouais, c'est ce que j'ai vu de plus beau au festival, et puis ça fait plaisir de voir Zhang Yimou retourner à ce genre de cinéma tout en oubliant un peu l'idée de faire du clinquant en fait. C'est plus sur la retenue, et moi ça m'a plus parlé encore que Le Secret des Poignards Volants. Ouais, c'est moins démonstratif en fait, si on veut. Ça. C'est dans Le Secret des Poignards Volants, ça tournait à la bande démo de temps en temps en fait. Ouais, c'était un peu le b.a.-ba du wuxiapian. Regardez ce qu'on fait avec les câbles et avec les codes du genre, alors qu'ici, ben voilà, c'est beaucoup moins démonstratif, et du coup, c'est plus profond et plus touchant aussi par rapport aux protagonistes. On a une série de renversements finaux qui sont tous vraiment assez forts, je trouve, émotionnellement, quoi. Et qui se ramène en plus avec ce jeu sur les couleurs aussi. Tu le disais, il y a Ling et Liang, il y a beaucoup aussi de... Les éléments aussi, avec la pluie qui est extrêmement présente dans le film. Et puis, on a un dernier plan que je trouve sublime. C'est vraiment une des plus belles fins. Enfin, c'est la plus belle fin. C'est le plus beau dernier plan de toute la filmographie de Zhang Yimou pour moi. Et c'est une des plus belles fins que j'ai vues au cinéma depuis un moment, parce que le film ose couper à un moment assez surprenant et assez émouvant, quoi. Donc, sans en dire trop, vous verrez, le dernier plan est vraiment... Ça me rappelle un peu ce que pouvait faire James Gray dans les derniers plans de Lost City of Z ou de Immigrant. Mais à voir, quoi. Voilà, ouais, clairement. Alors Shadow, en tout cas de Zhang Yimou, ça a été vraiment un coup de cœur pour nous tous autour de cette table dans cette 19e édition du NIF. On va rester dans la castagne, mais alors cette fois ça se castagne un petit peu plus, et pas en Asie, mais en Europe, puisque c'était Romulus et Remus, le premier roi de First King, présenté en Film of the Third Kind. C'est un péplum teinté d'héroïque et de grosses bastons, donc comme je vous le disais, le nouveau film de Matteo Rovere, et film où on va donc suivre, vous vous en doutez, Romulus et Remus avant la fondation de Rome, donc plus sur leur road trip au travers la forêt avec leurs compagnons de route, et un film brutal, un film qui tranche dans le lard, et qui nous a aussi, je crois, plutôt bien plu autour de cette table, Romulus et Remus. Oui, un film dont j'avais jamais entendu parler, donc je ne connaissais pas l'existence avant d'arriver au festival, donc, mais qui m'a beaucoup plu. Donc c'est en latin déjà. Oui, ça, effectivement, je l'ai pas précisé. Il n'y a pas beaucoup de dialogues, il n'y a pas énormément de dialogues, mais les dialogues sont en latin. C'est pas une histoire qu'on a l'habitude de voir. Il y avait eu un ou deux films qui avaient été faits avant sur cette histoire. Il y avait un péplum des années 60 par Sergio Corbucci, qui avait fait Django et plein de spaghetti western. Mais c'est radicalement différent là, donc l'approche de Matteo Rovere. Oui, c'est ça. Donc c'est plus d'essayer de faire un film primal, de retour, d'essayer d'extraire l'essence en fait de ce mythe pour essayer de
le réorganiser pour essayer d'en faire quelque chose de fort symboliquement aussi. Donc comme tu disais, c'est un film brutal. En fait, il y a beaucoup de moments de flottement, où le rythme retombe et ça hypnotise un peu. Et soudain, ça explose en violence. Ouais, ça nous arrive dans la gueule. Bam, et puis, on s'y attend pas du tout. C'est un film aussi qui, je pense, donne pas toutes les clés au public immédiatement. Parce que j'avais vu donc le Péplum de 62 sur la même histoire, il y a certaines choses qui m'ont paru évidentes et je me disais, si j'avais pas vu l'autre film, je sais pas si j'aurais fait certaines connexions en fait. Par exemple, il y a un personnage féminin dans le film qui symbolise quelque chose pour les deux frères. Et c'est pas explicite dans le film de Rovere, et ça l'était dans l'ancien film en fait, et dans la légende. Et c'est assez intelligent parce que ça permet de pas être trop évident, de laisser au spectateur assez d'espace pour interpréter ce qui se passe dans le film. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement moi la petite réserve que j'ai, c'est que je trouve que sa grande qualité, c'est cet aspect assez sec et droit au but. C'est à la fois quelque chose qui m'a un petit peu gêné, c'est-à-dire que comme effectivement tout est pas suggéré, mais assez réduit au strict minimum, quoi. J'ai trouvé que pour moi la relation entre les deux frères et les deux caractères était pas d'emblée posée très clairement. Enfin, je trouve que ça met du temps avant qu'on comprenne vraiment quels sont leurs enjeux en tant que personnages, enfin quels sont leurs buts, qu'est-ce qui va les animer. Et puis et c'est aussi la qualité du film, c'est qu'effectivement il y a très peu de dialogue au départ. On est vraiment dans quelque chose d'assez brut et plus tard de très viscéral, quoi. Et du coup, d'un côté, c'est assez immersif, mais d'un autre côté, moi, j'avais un peu de peine à voir tout de suite où ça allait. Et ouais, je suis resté un petit peu extérieur jusqu'à, je sais pas, peut-être une demi-heure où là, finalement, on est vraiment dans le truc. Et après, on développe des choses très intéressantes, notamment sur la religion aussi et les croyances, puisque ça va être un enjeu justement plus tard entre les deux frères. Et au final, je trouve que la deuxième partie fonctionne beaucoup plus que le début. Mais est-ce qu'il s'est pas dit ça parce que alors c'est un film européen, hein, c'est une coproduction italienne et belge, que finalement les Européens connaissent d'une certaine manière un petit peu l'histoire. Ouais, est-ce que vos réserves, est-ce que cette manière de trouver l'histoire un peu hermétique au départ, c'est parce que vous n'étiez pas sensibilisé au mythe au préalable, ou bien et que quelqu'un qui connaîtrait sur le bout des doigts le mythe serait comme un poisson dans l'eau devant le film, ou bien est-ce que vous étiez déjà sensibilisé ou alors peut-être que c'était au contraire justement que j'avais des attentes qu'on me présente un certain type de personnage et un certain type d'enjeu, et que le film peut-être n'insistait pas beaucoup dessus. Alors pour moi c'était pas une réserve, hein. J'aime beaucoup le fait que Rovere ait pris cette direction en fait, parce qu'il fallait vraiment se distinguer de ce qui avait été fait avant. En fait c'est simple, t'as un personnage féminin qui est présenté comme une espèce de sorcière incantatrice. C'est la gardienne du feu. La gardienne du feu, qui peut voir l'avenir, tout ça. Et dans la première scène où elle apparaît, il y a un montage avec un flashback en fait vers un autre personnage, et il est plus ou moins suggéré qu'il pourrait s'agir de la même personne, mais c'est pas explicite. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on peut choisir de la considérer comme la même personne ou pas. Voilà, mais dans le genre film sur l'Antiquité en langue d'origine, c'est vrai qu'on pense à d'autres films qui ont été faits, et tu disais que que le sujet de la religion avait une importance capitale à la fin. C'est vrai, mais je trouve que c'est moins un film à thèse par exemple que Valhalla Rising, qui usait, j'aime beaucoup, hein, mais qui utilisait énormément de symbolique en fait pour essayer de réorganiser la mythologie nordique, en faire sens et lui donner du sens dans un contexte historique. Alors que là, on cherche moins à comprendre et peut-être plus à observer. Moi, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, le Matteo Rovere est parti vraiment de l'idée que, on sait tous que Romulus et Rémus, finalement, sont à la base de la fondation de Rome, en tout cas un des deux. Et puis, finalement, on va juste suivre ce qui s'est passé avant. Il y a beaucoup de discussions, il y a des trahisons, il y a beaucoup aussi de
tension au sein du groupe, parce qu'en fait ces deux frères vont donc tomber sur un groupe de vagabonds qui va les suivre dans leur périple. Et du coup, effectivement, comme tu dis Alex, je me demande si c'est pas plus observer les quelques jours qui ont amené à la fondation de Rome, et puis finalement les deux à la base sont des bergers, ils se sont retrouvés là un peu par hasard, donc on va pas expliciter plus loin. Et je pense que si on en avait trop rajouté, on aurait peut-être perdu ce côté brutal vraiment. Et cette façon d'écrire le scénario et de présenter l'histoire, ça permet aussi de poser des lectures sur le film qui sont intéressantes. Voilà, moi par exemple, donc ces vagabonds, ils essayent d'échapper aux hommes d'Albe la Longue. C'était donc Albe, c'était la cité quoi à l'époque avant Rome de cette région qui avait contrôle sur la région. Et les hommes de Albe la Longue, c'est des hommes qui portent des masques de fer qui leur enlèvent toute personnalité. C'est comme s'ils devaient se battre contre une espèce de force abstraite. Voilà, exactement. Donc il y a un des deux frères en fait qui va commencer à questionner les dieux, et l'autre qui va continuer à y croire. Et bon, il y a pas de christianisme. C'est plus entre paganisme et athéisme, quoi. C'était vraiment une de mes grandes craintes au sujet du film, qu'on nous fasse de l'anachronisme chrétien. Non, moi en tout cas j'en ai pas vu. Je sais pas toi Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Non, il me semble que justement c'est la grande qualité du film, c'est que sur ce point-là, il est à la fois, comme tu disais avant, il en fait pas des tonnes avec un discours très plombant, et en même temps il arrive à poser un point de vue assez juste sur la question. Et le rythme, il y a une grosse partie du film qui on suit les personnages traverser une forêt en fait. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais, ça dure un peu longtemps cette partie et tout, mais et c'est vrai, ça dure assez longtemps, mais c'est parce que il est possible d'y voir un des deux frères qui représente une force civilisatrice comparée à l'autre frère qui en représente une autre. Donc une qui représente la force brute et primale qui extrait en fait l'homme des ténèbres, et c'est cette force qui va permettre de traverser la forêt des ténèbres jusque là où ils vont fonder Rome. Et une fois qu'ils ont traversé cette forêt et qu'ils sont arrivés à un certain point dans leur évolution, alors c'est l'autre force civilisationnelle qui doit prendre le relais, parce que la force brute qui ne respecte pas les traditions en place ne pourrait pas avoir le soutien nécessaire pour fonder la cité de Rome en fait. Voilà, je trouvais que c'était une lecture possiblement intéressante. Voilà, en tout cas. Si jamais vous vous dites qu'on est en train de parler d'un film que vous ne verrez jamais, il est déjà sorti en DVD en Italie avec sous-titres anglais, parce qu'on ne parle pas tous latin couramment. Mais donc, si vous lisez l'anglais, vous pouvez déjà vous procurer le DVD italien avec sous-titres anglais. Et en tout cas une bonne fresque bien épique et bien sanglante comme il faut, donc ça peut peut-être vous intéresser. On va faire un passage maintenant sur le côté de la compétition internationale avec un film qui nous a aussi beaucoup parlé autour de cette table. C'est un film brésilien, ça s'appelle Bacurau, c'est de Kleber Mendonça et Juliano Dornel. Et c'est donc l'histoire d'un petit village, le village de Bacurau au Brésil, complètement reculé du monde, qui vit un petit peu sur lui-même. Il y a notamment un politicien qu'on comprend comme véreux qui essaye de réquisitionner leur voix. Et puis une menace un petit peu plus grande les guette. On ne sait pas trop ce que c'est au début. Et puis on va comprendre par la suite que il y a des gens qui ont envie de s'amuser un petit peu avec les habitants de ce village, avec des gros fusils notamment. Mais en tout cas, je crois que c'était donc présenté en compétition. C'était à Cannes cette année, d'ailleurs. Oui, ça a remporté ex aequo le prix du jury à Cannes. Voilà, et c'est donc arrivé un petit peu comme nous le disait la directrice artistique, un peu tard dans, on va dire, la programmation du festival, mais il était présent pour la compète, et vraiment c'est une bonne réussite, Thomas. Moi, j'aime vraiment beaucoup le film, qui est à la fois extrêmement jouissif, mais il faut être patient pour trouver la part jouissive du film, mais notre patience est récompensée, c'est-à-dire qu'il y a un projet très original dans sa manière de mêler les genres. C'est vraiment un film de genre, mais au pluriel, parce que évidemment c'est un western, on retrouve énormément des codes du western, mais pas que, on a aussi de l'horreur, on a aussi du fantastique, on a aussi de la science-fiction, et tous ces genres sont mêlés de manière vraiment perturbante, surprenante, c'est-à-dire que ça s'ouvre, le premier plan du film c'est un plan de l'espace avec un panoramique qui arrive sur la Terre, donc on se dit il y a déjà une dimension cosmique qui est donnée sans qu'on sache exactement à quoi est-ce que cette dimension va rimer au final. Ensuite, le plan suivant, c'est un camion qui circule de manière un peu
titubante, on dira, sur la route en percutant des cercueils. On a presque l'impression d'être dans un film post-apocalyptique. Et puis tout à coup, le film bascule dans quelque chose qui ressemble plus à du drame social en fait et politique, avec cette communauté d'indigènes brésiliens qui sont oubliés complètement par les politiciens. Et notamment, il y a un enjeu autour de l'eau à laquelle ces habitants n'ont plus accès, qui devient un enjeu politique et qui est au cœur du récit. Et donc on se dit bon bah voilà, finalement on retrouve un peu ce que Mendoza Filho avait fait avec Aquarius, c'est-à-dire du drame social. Et le genre va reprendre peu à peu sa place dans le film, avec des éléments de science-fiction, avec des éléments de western, et puis on arrive vers quelque chose au final qui ressemble beaucoup à ce qu'a pu faire un John Carpenter avec Assaut, sauf que les menaces des gens qui vont venir envahir ce village sont pas anonymes, mais sont personnifiées, et on retrouve des silhouettes d'Américains qui sont là pour se divertir et puis flinguer des mecs dont en fait les Occidentaux n'ont strictement rien à foutre. Et il y a aussi un petit côté Astérix aussi dans le film, puisqu'on a cette communauté qui résiste envers et contre tout et qui a accès à des petites graines qui leur donnent des pouvoirs un peu particuliers. Je m'étais pas présenté les choses comme ça, mais effectivement. Qui ressemble à la potion magique d'Astérix. Donc c'est un film qui est vraiment étonnant, décontenançant parfois, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que des soucoupes volantes viennent foutre là, et qui en même temps arrive à faire ce que Iñárritu a appelé un guacamole de genre, au sens où on retrouve énormément d'éléments de cinéma de genre, et quand on apprécie ces genres-là et qu'on n'est pas trop sectaire au point où on attend d'un film de genre qui respecte tous les codes à la lettre, eh ben il y a quelque chose de vraiment jouissif dans sa dimension politique et dans sa dimension cinéphilique aussi, parce que Kleber Mendoza Filho, c'est avant tout un immense cinéphile. Il était critique de cinéma avant et c'est un amoureux du cinéma de genre. D'ailleurs, on entend de la musique de John Carpenter, un des lost themes de Carpenter dans le film. Et voilà, c'est un cocktail ou un guacamole de genre à la fois original, à la fois jouissif, et puis aussi très profond par rapport à ce que ça dit sur les communautés aborigènes au Brésil, qui sont méprisées, sans les regarder de haut, sans air paternaliste, c'est-à-dire qu'on va pas les regarder de manière condescendante, mais il y a un côté côté revanchard en fait, enfin pas revanchard, mais il y a un côté c'est-à-dire qu'il y a une manière de rendre justice à cette population de manière jouissive, en insistant sur un lien avec le passé très important pour ces communautés, qui moi vraiment m'a beaucoup plu, et visuellement je trouve ça sublime aussi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu le disais au début, on sait pas bien dans quel film on a débarqué, et la mise en place prend peut-être un peu plus de temps avant que ce soit clair, mais c'est parce que justement il prend la peine de dépeindre en détail le quotidien de ce petit village, toutes les facettes, que ce soit on suit un moment des prostituées, on suit la médecin du coin. Enfin, ça commence sur un enterrement, puis ça permet de voir un petit peu les dynamiques justement qu'il y a dans ce village. Et comme le disait Thomas, c'est ce qui est assez hallucinant, c'est que quand on fait le résumé comme ça a l'air d'être un truc hyper foutraque. Et on combine un peu tout et n'importe quoi, mais c'est extrêmement subtil effectivement dans la façon dont ça invoque les différents genres, les différentes références aussi, parce que effectivement on a beaucoup cité les renvois à Carpenter, mais c'est pas du tout un film qui va tout d'un coup te sortir un truc et vous voyez, j'adore trop New York 1997. C'est pas comme dans The Lodge où tout à coup on les voit regarder The Thing alors que ça n'a aucun rapport avec le récit. On va en parler plus tard, tu brûles les étapes là. Mais même dans les renvois à Carpenter justement, c'est extrêmement subtil. Et c'est des références digérées justement, et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qui sont au service d'un autre discours en fait, que celui de Carpenter, quoi. C'est vraiment un mélange harmonieux, quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Alors en tout cas ça, effectivement, Thomas l'a évoqué, ça peut-être un peu, ça prend son temps effectivement, la fin, la cerise sur le gâteau, il faut l'attendre, donc rester en tout cas. Mais bon, quand on voit la qualité du headshot qui est servi au milieu du film, franchement, ça vaut la peine de rester. Headshot et même fait tout nu, quand même. Ah ouais, faut le préciser. La tireuse ou le tireur. C'est le tireur d'abord. Il est à poil quand il dégomme la tête d'un mec. Mais surtout cette première partie qui est lente et puis qui peut s'avérer un peu austère, elle sert quand même l'écriture des personnages. Au final, c'est-à-dire que c'est pas du remplissage, c'est que ça va vraiment permettre de donner une consistance et une personnalité à des personnages qui vont devenir réellement importants pour le récit. Donc c'est pas une mise en place gratuite et laborieuse, quoi. Pas du tout, non, effectivement. Et ça va normalement sortir en salle prochainement, je pense. Ça, c'est une très bonne nouvelle, donc, parce qu'effectivement, c'est un des films en compétition qu'on vous recommande. Bacurau, donc, de Kleber Mendoza Filho et Giuliano Dornel. Vous l'avez rapidement évoqué, on va terminer le petit tour d'horizon sur la compétition avec un film qu'on a vu... pas toi je crois Alex, c'est The Lodge, et puis on terminera avec un film que tu as vu avec Thomas, c'était The Hole in the Ground. Donc The Lodge, ça sent un peu la merde.
Je vais pas dire ça. Tout de suite. On est partagé sur ce film, donc si vous n'avez pas compris. De Lodge qui sont un petit peu, il faut le dire, pas mal d'influences. Tu as dit, il y a The Thing, il y a des renvois à Hereditary qui était là l'année passée avec tout ce qui est des alors ça, je suis assez curieux de savoir à quel point Hereditary a coupé l'air sous les pieds de Lodge. C'est la grande question. J'imagine quand même que le scénario de The Lodge était assez avancé déjà au moment où Hereditary est sorti. Juste parce qu'il y a effectivement tout un jeu sur une maquette, une maison de poupée qui renvoie à des situations qu'on retrouve dans le film avec les protagonistes. Voilà. Mais je pense pas que c'est un hasard vraisemblablement parce qu'il a sorti à si peu de temps d'intervalle. C'est vrai que donc The Lodge, film américain et britannique de Veronica Franz et Séverine Fiala, où on suit une famille où la mère n'est plus là, mais le père se retrouve une nouvelle compagne. Ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs, parce que si la mère n'est plus là, c'est parce que justement le père vient de lui annoncer qu'il voulait se marier avec une nouvelle femme, et du coup son ex-femme, qui est la mère de ses deux enfants, se tire une balle dans la tête. Voilà. C'est le début du film. Exactement. On ne spoil rien. Exactement. Ça commence comme ça, quoi. Donc il y a un drame, la mère et ex-femme du mec se tirent une balle, et puis ensuite le père essaye de faire rencontrer à ses deux enfants sa nouvelle copine. Mais ils ont quelques réticences. Et finalement, tout ce joli monde va décider d'aller passer un peu de temps en vacances à la montagne, ou en tout cas dans la neige. Et puis ces deux enfants, donc il y a deux enfants, vont se retrouver à un moment seuls avec cette nouvelle compagne. Et puis les choses vont un petit peu dégénéré. Donc on a à ma gauche Thibaut qui trouve ça plutôt bien. La parole est à la défense, c'est ça. À ma droite Thomas qui manifestement n'aime pas du tout, et moi qui trouve ça pas trop mal. Voilà, comme ça je suis neutre comme un bon Suisse. Thibaut, si tu veux commencer. Oui, moi, je trouve qu'effectivement il y a beaucoup. Alors c'est pour ça que effectivement la question du rapport à Hereditary est très intéressante, et je pense qu'on n'aura malheureusement pas la réponse tout de suite, parce qu'il y a effectivement beaucoup de renvois. Malgré tout, le film arrive quand même à cultiver sa propre identité, puisqu'on n'est pas du tout dans le même cadre et pas exactement dans le même type de récit. Il y a aussi une structure un peu semblable où en fait, dans toute une première partie, on croit être dans un certain type de film, et comme dans Hereditary, il y a une bascule à un moment qui nous emmène finalement vers autre chose, qui nous révèle que ce qu'on croyait être l'essence du film, en fait, n'est pas tout à fait. Tu es bien naïf, mon n'est pas tout à fait ça. Eh bien, écoute, moi, je me suis laissé avoir. Mais justement, en fait, c'est la chose intéressante. Elle, encore une fois, pour moi, une des réserves que j'ai, c'est-à-dire que je trouve intéressant la façon dont justement le scénario ménage un petit peu la surprise, où on joue justement pendant toute la première partie sur l'ambiguïté. Une ambiguïté sur la nature des événements qu'on voit. Est-ce qu'on est dans du fantastique ou pas, puisqu'il y a une histoire justement de secte religieuse qui refait un peu surface. Je trouve toute cette montée assez réussie. Il y a des événements de plus en plus étranges qui se produisent. On sait plus trop bien si on est si ce qu'on voit se déroule ou c'est juste des hallucinations. Et au moment de la bascule, moi, le twist, je l'ai trouvé intéressant en soi, mais finalement, je trouve qu'une fois qu'on sait vraiment ce qui se passe, autant la révélation est intéressante, autant tout le final, du coup, retombe un petit peu à plat, et je le trouve beaucoup moins tendu que ce qui était présenté avant. Alors c'est vrai que je reste positif, mais en reconnaissant évidemment des limites. Sur d'où peut venir le mal, en fait, parce que on se dit, est-ce que c'est surnaturel, c'est les enfants, est-ce que c'est la femme, manifestement ça n'a pas du tout marché sur Thomas Gerber. Non, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que cette nouvelle compagne du mec, c'est la seule survivante d'un suicide collectif d'une secte. Et les enfants du mec sont au courant de cette histoire, lui aussi, puisque d'ailleurs on apprend plus ou moins implicitement qu'il a même été son thérapeute à cette femme. Et donc cette femme, elle suit un traitement, elle doit prendre des médicaments, et on ne sait pas vraiment si elle est responsable du suicide collectif, on ne sait pas quel est son rapport actuel à la religion, est-ce qu'elle est encore complètement timbrée ou pas. Et du coup, cette femme va se retrouver seule dans une maison avec les deux enfants qui peuvent pas la blairer. Donc déjà là, pour moi, il y a un problème de scénario, mais qui est rédhibitoire, c'est-à-dire que le père est au courant de cette histoire de secte, il sait que sa nouvelle compagne
elle a ce lourd passé derrière elle, qui est d'ailleurs assez récent, hein, puis c'est pas un passé très lointain. Il sait que ses 2 enfants peuvent pas la blairer. Et qu'est-ce qu'il a comme idée? On va aller dans une petite maison isolée au milieu de la neige. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me casse. Je vous laisse tout seul pendant plusieurs jours parce que j'ai du boulot. Mais qui croit à ça? C'est-à-dire que je comprends pas comment... Alors on peut croire que le père est un peu con. C'est un euphémisme un peu con parce que franchement, mais qui laisse ses enfants avec une femme qui peuvent pas blairer, qui en plus est troublée psychologiquement, et 5 minutes avant de se barrer, qu'est-ce qu'il fait le père? Parce que c'est là qu'on comprend qu'il est pas un peu con, mais vraiment complètement débile. Eh ben il lui montre, tiens, dans ce coffre-là, le code c'est 1, 2, 3, 4, 5. Déjà les gens qui mettent un code 1, 2, 3, 4, 5 sont complètement débiles. Eh ben qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Une arme à feu. Puis tiens, je vais aller te montrer comment on l'utilise. Donc il y a déjà un traumatisme avec une arme à feu dans la famille puisque la mère des enfants s'est suicidée par une balle dans la tête 6 mois auparavant. Et qu'est-ce qu'il a comme idée? Tiens, je vais te montrer à ma nouvelle compagne où il y a le revolver dans la maison et puis je te laisse avec mes 2 gamins pendant une semaine parce que moi, j'ai quand même affaire en ville. Donc déjà ça, à partir de ce moment-là, moi j'arrive plus du tout à adhérer au film. Et puis là où il pouvait y avoir une ambiguïté qui était effectivement intéressante sur la nature des événements, puis est-ce que cette femme est vraiment possédée, est-ce qu'il y a vraiment une intervention divine ou satanique ou autre, en tout cas fantastique dans cette maison, ou est-ce que c'est les enfants qui manigancent tout ça? Il y a une ambiguïté qui est intéressante, mais elle est flinguée dès le début du film pour moi, parce qu'on nous montre des plans très clairs dans la maison quand les enfants préparent leurs valises pour partir justement dans cette semaine dans ce chalet, où on voit ce qu'ils mettent dans leur sac, et puis on se dit voilà, il y a déjà quelque chose qui se trame là. Et surtout quand on a vu le film précédent de Véronica Franz et Séverine Fiala qui est Goodnight Mommy, qui était un film où des enfants martyrisaient ou en tout cas s'en prenaient à leur mère de manière extrêmement sadique, mais on se rend compte en fait assez rapidement que le duo de réalisateurs là répète exactement le même schéma, donc il n'y a pas de surprise quand on connaît leur cinéma. Et ouais, vraiment il y a des éléments de scénario qui me rendent la sympathie pour ce film tout simplement impossible, même si c'est très bien joué. Les enfants sont très bons. La nouvelle compagne est très bonne aussi. Cette actrice Riley Keough, qu'on avait vu dans Mad Max Fury Road et Under the Silver Lake aussi. Exactement. Les acteurs sont très bons visuellement, c'est intéressant. Il y a un travail sur le son aussi, sur la musique, qui parfois vraiment porte des effets assez époustouflants, mais il y a des éléments de scénario qui, moi, me rendent tout simplement ce film impossible, quoi. Alors on va aller un peu plus rapidement sur les suivants, sinon on va être là jusqu'à demain. Alors c'est pas que ça nous plairait pas, mais peut-être on va pas trop s'étaler sur un film en compétition que vous avez vu, Alex et Thomas, c'est The Hole in the Ground, un film irlandais de Lee Cronin, je suppose. Où en fait donc c'est une jeune mère qui s'installe dans la campagne avec son fils, mais ce fils justement va voir son comportement changer après qu'il trouve un mystérieux trou dans la forêt, d'où le titre de Hole in the Ground. Alex, on t'a pas entendu sur le film d'avant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Hole in the Ground? Écoutez, j'ai pas vu The Lodge, mais j'avais vu Goodnight Mommy, du précédent film des réalisateurs de The Lodge donc. Et en fait, il y a aussi un enfant assez inquiétant dans The Hole in the Ground. Donc dans les 2 films, les interprétations sont assez solides. Et donc là, dans The Hole in the Ground, c'est un premier film qui est assez remarquable, qui a surtout un premier acte extrêmement efficace, qui pose ses personnages sans trop de dialogue. Et du cul. Oui, non, c'est vrai. Sans trop de dialogue, et qui pose les enjeux, qui pose l'atmosphère. Voilà, donc le paysage cinématographique d'horreur irlandais est assez riche récemment, mais ça c'est un des films qui s'en sort le mieux en tout cas. C'est juste donc dans le dernier acte du film. Donc pendant tout le film en fait il y a une tension qui est assez palpable, hein. C'est très bien réalisé, très bien fait. Et dans le dernier acte du film il y a quelques décisions d'écriture qui laissent perplexe. Quelques choix que font les personnages où je me disais bon. Ouais, mais c'est à des années-lumière de la purge d'écriture de The Lodge, quoi. C'est-à-dire que tout reste quand même, tout reste assez crédible. Et il y a des facilités d'écriture, il y a des poncifs du genre qui réapparaissent, mais ça reste un film qui... Non, mais ça fait pas sortir du film, c'est juste que ça affaiblit un petit peu le niveau plutôt excellent qui était jusque-là, quoi. Ouais. Donc voilà, donc il y a des renvois à certains autres films irlandais qui ont été faits récemment, des trucs comme Without Name de Lorcan Finnegan.
dont le film Vivarium va clôturer le festival cette année. Voilà, donc The Hole in the Ground. Alors je sais pas s'il va sortir en Suisse. Je pense pas. Non, je pense pas. Crains que non. Mais ok. Alors, en tout cas, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur slow burn, efficace, peu de jumpscares, mais vraiment très tendu. Donc voilà, à conseiller. Ouais, moi j'aime beaucoup le film aussi, très très bien interprété, avec un enfant qui est vraiment inquiétant et qui représente une réelle ambiguïté. Et puis Lee Cronin, je pense qu'on va en entendre parler encore prochainement, parce qu'apparemment il est en train de terminer son nouveau projet, et les rumeurs disent qu'il serait sur un très très gros projet ensuite, produit par un grand nom du cinéma de genre américain. Donc on verra ce que c'est, mais c'est visuellement splendide, très soigné, très tendu et très maîtrisé dans la gestion de l'atmosphère dans sa première partie. Donc ouais, c'est un nom qui est prometteur en plus pour un premier long. C'est un nom à suivre pour les amateurs de cinéma de genre, c'est clair. Et puis on va terminer avec 2 derniers films qu'on va traiter assez rapidement, mais vous comprendrez assez facilement les raisons de ces évocations de films. Tout d'abord, c'est First Love, le 103e film, 104e film, je ne sais pas, il en sort tellement, de Takashi Miike, un réalisateur japonais qui est très suivi ici à Neuchâtel, et on a pu donc le voir dans la compétition New Cinema from Asia. Ça s'appelle donc First Love, comme je vous l'ai dit. On va suivre un boxeur qui va sauver une demoiselle qui semblait en détresse, et puis il va se retrouver mêlé au cœur on peut le dire, d'un bordel absolu entre la mafia, des flics corrompus, et puis beaucoup de castagnes. Et comme on vient de lui diagnostiquer un cancer au cerveau, voilà. Il n'en a plus rien à foutre. Exactement. Et puis il y va à fond. Et il y va à fond, et comme le film d'ailleurs, qui va franchement bien à fond, et c'est un bon gros délire qui marche assez bien. Thibaut. Ouais, on l'a beaucoup comparé à True Romance, parce que effectivement, si on veut, le pitch de base est assez semblable, et dans l'idée, on a effectivement une aventure qui rappelle beaucoup le film de Tony Scott, avec un couple d'amoureux qui va se retrouver pourchassé à la fois par les flics, la mafia, des assassins, enfin tout un tas une galerie de personnages assez variés, et c'est effectivement dans l'idée, il y a un True Romance en plus vrillé, puisque c'est Takashi Miike oblige, hyper rythmé, hyper fun, ça part dans tous les sens, il y a des surprises et des twists à n'en plus finir, il y a un final jouissif dans un supermarché où là, il y a différents duels à la suite qui sont tous plus improbables les uns que les autres, et qui sont toujours bourrés d'idées. C'est ça que, voilà, Miike, il tourne, et des fois on tombe sur des trucs vraiment insupportables, ouais. Mais quand c'est du bon, quand justement son énergie est vraiment mise au service de quelque chose, canalisée exactement, ça donne des choses comme First Love, où on a vraiment une aventure non-stop, avec des personnages complètement loufoques. Là, on a un personnage de mafieux complètement incompétent qui est très très fun. Il y a tout d'un coup une séquence à la fin où on passe en animation, parce que on doit faire une cascade, et puis que pourquoi pas passons en animation et faisons la cascade en couleur. Et voilà, c'est un film bourré d'idées, qui fait très bien le taf. Mais moi je trouve pas ça si bordélique que ça, en fait, comparé au reste de la filmographie de Takashi Miike. Je trouve que justement ici il se contient, il canalise son récit, ce qui a pas toujours été le cas, et on arrive à un produit qui est très efficace, qui est à la fois fun, qui est à la fois maîtrisé visuellement. C'est plus posé que d'habitude. Moi je me souviens de Blade of the Immortal, vu ici au NIF, où je trouvais ça qui était horrible. Ouais, et qui arrivait pas. Alexandre Caporal qui adore le film, mais bon, il découvrait le film de Sabre et le Shambhala avec ce film, donc c'est normal. Quand on voit son premier Shambhala, aussi pourri soit-il, on a l'impression de découvrir la Lune. Mais non, Blade of the Immortal, il n'arrivait jamais à servir une séquence chorégraphiée correctement, il n'arrivait pas à capter avec une réalisation les chorégraphies, alors que là, au contraire, c'est beaucoup plus posé que dans certains des films de Takashi Miike. L'écriture des personnages fonctionne très bien aussi. Il y a une réelle histoire d'amour au cœur du récit qui marche, avec la mafia chinoise qui vient ajouter le grain de folie là où on reconnaît Miike. Mais moi, c'est vraiment une des très très bonnes surprises du festival, parce que j'attendais pas un Miike aussi sage et aussi jouissif à la fois, en fait. C'est un film qui avait été présenté à la 15aine des réalisateurs à Cannes cette année, et qui a même contenté les plus réfractaires à Takashi Miike. Certains journalistes qui le détestent depuis toujours ont dit tiens, c'est étonnant, là on a enfin
un produit solide, un produit carré, et effectivement, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Et puis on va terminer avec un film qui était également projeté en Films of the Third Kind, ça s'appelle Freaks, de Zach Lipovsky et Adam Beechstein. Si on en parle, c'est parce que en fait les deux, le combo de réalisateurs a été choisi par Disney pour développer un futur projet live action, c'est ça ? Vraisemblablement peut-être dans l'univers des super-héros, on verra bien, puisque justement Freaks parle de super-héros, puisqu'en fait c'est une petite fille qui vit avec son père, qui n'a pas le droit de sortir de sa maison, et puis un jour elle va découvrir le monde extérieur, elle va se rendre compte que il y a des super-héros tout autour d'elle, et un peu à la manière d'un X-Men, si on veut facilement faire le parallèle. Les super-héros sont vus comme des freaks, donc comme des personnes à ne surtout pas côtoyer, à vraiment rester dans leur coin, et même pire peut-être, qui font des gros dégâts. Donc c'était projeté ici au NIF, et moi je dois vous avouer que j'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors Thomas, je ne sais pas, on va entendre d'ici quelques instants, mais j'ai trouvé ça assez sympathique, parce que voilà, c'est un film où on va suivre vraiment les super-héros, mais d'un point de vue assez humain, assez familial. C'est finalement un film très intimiste, on va suivre que quelques personnages, on va rarement sortir de la maison, et puis petit à petit le film va se construire, le scénario va se dérouler, et puis on va voir que ça va prendre une ampleur un petit peu plus grande que la maison de banlieue où se passe la moitié du film. Thomas, je te vois sourire. Moi j'aime beaucoup la première partie du film où cette jeune fille, d'ailleurs tous les acteurs sont excellents, hein. Il y a Bruce Dern que j'adore, la gamine est superbe. Emily Hirsch qui joue le père de la gamine, et qui lui apprend à devoir se faire passer pour quelqu'un de normal et à cacher ses particularités qui peuvent la faire repérer en tant que freaks. Vraiment, tout le casting est excellent, et toute la première partie où on est à l'intérieur de la maison et où on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'extérieur, et où on a ce mystère qui habite le récit. Je trouve ça vraiment très efficace, assez captivant et intriguant. Une fois que les personnages révèlent leurs super pouvoirs et qu'on comprend vraiment de quoi il s'agit, je trouve que le film souffre vraiment de problèmes de scénario, parce que il y a beaucoup de pouvoirs qui du coup sont utilisés une fois sur deux. Par exemple, le pouvoir d'Emile Hirsch, qui est un pouvoir de créer une bulle dans laquelle le temps se déroule pas de la même manière et pas au même rythme qu'à l'extérieur de la bulle, pourrait être utilisé beaucoup plus fréquemment pour le faire sortir de situations délicates, alors qu'il le fait pas. Donc il y a beaucoup d'incohérences en termes d'utilisation des pouvoirs, et le film va trop loin pour moi dans cette dimension super-héroïque, et il aurait été préférable qu'il joue plus la carte de l'ambiguïté, plus la carte du mystère et du huis clos paranoïaque, en fait. Là où il est vraiment excellent dans sa première partie, c'est dans le huis clos paranoïaque, et dans sa gestion ensuite de la dimension super-héroïque, pour moi il se casse un peu la gueule. Moi, c'est justement ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, là tu as résumé très loin, Robin, dans le scénario finalement, mais en fait, si on débarque dans le film sans avoir absolument rien vu dessus, on ne sait pas qu'on est dans un film de super-héros, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, on a t'as tout niqué. Désolé pour vous. Non, mais alors, en ayant eu les infos à l'avance, j'ai trouvé que ça gâchait pas du tout le plaisir du film, parce qu'on a effectivement une première partie très mystérieuse, où là, à nouveau, on sait même pas si c'est le père qui est cinglé. C'est ça, ça pourrait être juste un thriller psychologique où le père est complètement parano et ne laisse pas sortir sa fille. Et cette première partie fonctionne bien, puisque là aussi, on sait pas trop quel est le cadre réel de cette histoire. Et pour moi, la deuxième partie qui bascule dans le film de super-héros, elle fonctionne toujours bien, malgré effectivement quelques petits soucis de scénario, parce que je trouve qu'ils arrivent à chaque fois à utiliser intelligemment justement les pouvoirs. J'émettrai aussi une réserve surtout sur le plan final, où là effectivement on va un petit peu loin dans les pouvoirs. Mais le reste du temps, il y a vraiment une belle inventivité, je trouve. On a par exemple une scène d'évasion qui se joue sur plusieurs endroits en même temps, et où justement la fillette utilise ses pouvoirs pour libérer quelqu'un. Et là, il y a des choses intéressantes, je trouve. Et moi, m'étant tapé cette purge qui est Brightburn quelques semaines avant, où là, on prétend réinventer le genre du super-héros à travers le film de genre, et où c'était juste inintéressant au possible. Là, je trouve qu'il y a une belle proposition par rapport à ça. Et bien voilà, donc c'était pour Freaks. On ne sait pas vraiment si ça sortira ou pas, mais si vous êtes fan de super-héros, ça peut vous donner Je vois très bien ça débarquer sur Netflix d'ici quelques semaines, quelques mois. Effectivement, ça peut être une très bonne alternative. Sa place tout à fait légitime d'ailleurs.
Alors, vous prenez ça comme vous voulez, mais effectivement, peut-être Freaks à suivre, en tout cas, si vous êtes fan de super-héros et que vous souhaitez quelque chose de différent de ce qu'on se bouffe à peu près une fois tous les mois au cinéma. Voilà, c'est la fin de cette très longue émission de clôture du NIF. Hein. Je crois qu'on est à 45 minutes. Mais quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est vrai, tout à fait. On en a profité en tout cas d'être aussi en bonne compagnie ici au Théâtre du Passage pour parler de ces quelques films. Évidemment, on n'a pas pu traiter de tous les films qu'on a vus, certains ne valaient même pas la peine, et puis d'autres, on a préféré les skipper. Mais en tout cas, merci vraiment à Alexandre d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci de m'avoir invité. Merci à toi également Thomas. Donc, merci à vous. Donc vous deux qu'on peut retrouver évidemment sur le site Film Exposure. Thibaut, merci d'avoir été là pendant toute cette semaine au NIF. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Édition. On remercie évidemment le festival pour son accueil. On espère que ces épisodes spéciaux vous ont plu. On espère en tout cas être là pour la 20e l'an prochain. Et puis on remercie également Antoine qui nous a aidé toute cette semaine avec la partie technique et puis tout ce qu'il faut pour que le podcast marche bien. On vous retrouve très rapidement pour des nouveaux épisodes. Et puis on se retrouvera également du côté de Locarno pour le festival du film de Locarno. Justement, ce sera début août. D'ici là, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très vite dans le saloon. Ciao, ciao.